Aeneadum genetrix, hominum divomque voluptas, alma Venus, caelis subter labentia signa, quae mare navigerum, quae terras frugiferentis concelebaras, per te quoniam genus omne animantum concipitur, visitque exortum lumina solis. Te, Dea, te fugiunt venti, te nubila caeli adventumque tuum, tibi suavis daedala telus sumittitit flores, tibi rident aequora ponti, placatumque nitet diffuso lumine caelum. Ainsi commence les natura rerum, ou de la nature des choses, magnifique traité philosophique et en même temps poésie du grand poète latin Lucrèce. Quelle meilleure introduction eût-on pu trouver pour illustrer l'émission d'Arta Philosopha d'aujourd'hui, intitulée « La nature claquemurée intramuros ». La nature intramuros, la nature claquemurée, la nature intramurément claquemurée. En somme, c'est à une révolution, mais à une révolution toute transpercée de sensiblement entérinée par une terre glaiseuse, boiseuse et même ligneuse que nous invite Lucrèce. La lune elle-même, de par son éclat indûment teinté d'un chapitrage joyeux, n'est pas sans nous inviter, même au milieu d'une telle friche industrielle, à goûter les plaisirs les plus simples de la vie, tels que l'observation d'un sac plastique. Le sac plastique, en effet, petitement entiché d'une branche ligneuse, comme nous disions, pourrait être une métaphore, un zeugma, une anastomose même, de la condition humaine, claquemurée, enserrée, encarcanée, transpercée par le bois du capitalisme, n'est-ce pas? Le bois du capitalisme transperçant, débonnaire, et en même temps sipide, en même temps savoureux. Car sans lui, que ferions-nous? Serions-nous là en train de parler? Serions-nous là, LAS? Ou serions-nous peut-être plus proches des choses même, plus proches du verre ou du verre, VERS. Être plus proche du verre, VERS, voilà peut-être la solution pour se rapprocher du verre, VERT, et donc du verre, VE2RE, qui après tout, par sa transparence, par son reflet, par sa pétillance, nous invite à nous ressourcer dans le reflet de nous-mêmes, ce qui ne serait pas le narcissisme. Comme le disait André Comte-Sponville, le narcissisme, ce n'est pas aimer sa propre image, ce n'est pas s'aimer soi, c'est aimer l'image que l'on veut donner de soi. Et précisément le narcissisme est celui, le narcissisme s'incarne, plutôt devrais-je dire, le narcissisme prend racine dans le verrou. Le verrou, motif cher aux Sérusier, comme chacun sait, ou encore à Fragonard dans son tableau éponyme, son tableau nommé Le Verrou lui aussi. Le verrou pourrait être ce qui évoquerait, mieux que toute autre chose, l'absence d'espoir de l'humanité contemporaine. L'absence d'espoir de l'humanité contemporaine, n'est-ce pas? Sous laquelle l'humanité ploie, n'est-ce pas? Se plie et se relève, pourtant vaillante, telle Caligula dans la pièce de Camus, repartant à l'assaut et à la conquête de l'univers. Tel cet arbre, enfin, s'élevant magnifiquement, grandement, puissamment, puisant dans les racines des choses toute sa force vitale, tout son suc, toute sa sève, pour mieux embrasser le ciel lui-même, bleu, infiniment bleu, tels les merveilleux nuages décrits par Baudelaire. Et cette clôture alors? Pourquoi cette clôture?
Pourquoi chez toi? Pourquoi plus loin, comme dirait Léo Ferré? Cette clôture donc, qui vient nous arrêter, cette clôture qui vient faire de nous des prisonniers. Des prisonniers, peut-être surveillés par quelqu'un. Comme le disait Wang Po, poète chinois du IVe siècle avant Jésus-Christ, nous sommes tous surveillés par le chatoiement d'un autre. Fort belle expression, n'est-ce pas, pour dire que le simple fait qu'il y ait une brillance, qu'il y ait un éclat quelconque dans une chose, produit déjà un reflet qui rejoint donc le narcissisme dont nous parlions tout à l'heure, le reflet étant donc un moyen pour quelque autorité que ce fût, quelque personnage que ce soit aujourd'hui, pour surveiller le quidam, pour surveiller le joyeux luron, n'est-ce pas, se déplaçant dans la ville, et éventuellement même pour l'indûment gourmander, n'est-ce pas? Et donc, cette clôture matérialisatrice ici, du grand capital, ancré dans le sol, vient briser l'unité de la nature, vient ruiner l'harmonie des choses, vient mettre à bas les efforts inlassables et inlassés de l'immortelle terre, comme disait Sophocle dans Antigone, des oiseaux doucement, chantonnant, s'exprimant avec paix pour faire de la chose une nature et de la nature une chose. Tout cela, bien sûr, nous amène logiquement à reconsidérer la puissance matricielle et en même temps matrimoniale, comme le disait Léo Ferré, là encore, il n'y a plus rien, du tag. Le tag, ou plutôt devrions-nous dire peut-être le graffiti, donc l'expression artistique éminemment subversive, qui n'est pas sans évoquer la puissance du dire de Merleau-Ponty. Dans son essai, chacun connaît, nommé L'œil et l'esprit, où Merleau-Ponty déploie un style absolument limpide et en même temps teinté d'une certaine complexité, dont l'opacité n'est pas sans rappeler l'hermétisme rimaldien. Donc, dans L'œil et l'esprit, Merleau-Ponty nous invite, n'est-ce pas, à renouveler notre rapport au réel, à en faire un rapport tout transpercé de sensible, et à faire corps avec le monde, car le monde lui-même devient corps, et surtout, car il est clair que l'artiste, n'est-ce pas, ne fait qu'être transpercé, enfin ne fait que, bien vile l'expression, mais l'artiste est tout transpercé du monde, tandis que le monde est tout transpercé du regard de l'artiste, et qu'apercevant le soleil couchant là-bas, quasiment au loin, l'artiste s'exclame alors « Je fais corps avec le monde, mais c'est le monde qui me pénètre, mon intériorité qui suinte dans le monde. » Et donc c'est un double rapport, un double échange, une double anastomose, pourrait-on dire, entre l'intériorité de l'artiste et l'âme du monde. Et donc, ce n'est pas le monde, n'est-ce pas, comme il pourrait l'être s'il ne faisait que gravir des échelons. Ce n'est pas le monde sans aucun lien, sans aucun zeugma avec l'artiste, n'est-ce pas, qui est déconnecté des choses, qui est ad libitum sorti de tout contexte, tel Brutus, une fois accusé par César, quand il s'exclame, évidemment en grec, kai sou teknon, toi aussi mon fils. C'est donc pas Brutus, à l'extérieur de toute chose, car vidé de toute estime. Non, ce n'est pas cela. C'est le monde, justement, tout transpercé déjà des a priori de la sensibilité, dont parlait Kant. C'est le monde tout transpercé donc des a priori de la sensibilité de l'artiste, c'est-à-dire le monde perçu à travers tous les capteurs biologiques, intellectuels, mais aussi émotionnels de l'artiste, qui pénètre l'artiste. C'est ensuite l'artiste qui mêle, qui marie le monde à sa sensibilité et qui fait rejaillir le monde tout transpercé de sa sensibilité pour ensuite imprégner le monde de son empreinte, tel l'esclave, modifiant, transformant le monde, comme dirait Marx, tel l'esclave, donc modifiant le monde pour mieux y voir son reflet et pour mieux avoir conscience de lui-même, comme le dit Hegel dans la dialectique du maître et de l'esclave. Et donc c'est ce rapport que propose Merleau-Ponty, à savoir celui du monde tout transpercé, de l'artiste lui-même tout transpercé du monde. Comme on le voit dans ce coucher de soleil, n'est-ce pas ?
rappelons-nous avec les ombres qui tapissent le sol que toujours l'espoir survit, comme le disait Ugamba Kaore, chercheur irano-ougandais que chacun connaît, du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Apprécions donc simplement cette douce lumière. Et rappelons-nous que même au-delà, même plutôt claquemuré dans le capitalisme, il existe un espoir d'élévation, un idéal. Comme nous le remarquons avec ces kidam, avec ces passants, n'est-ce pas, la nature peut se retrouver en toutes choses, y compris dans le beau pelage d'un chien, dans le rire et dans la course, n'est-ce pas, la course effrénée du berger allemand, s'envolant et caracolant dans les sentiers, y compris dans le simple regard loyal et bienveillant du chien vers sa maîtresse, y compris dans les ronds, les petits ronds jolis que le chien, n'est-ce pas, fait autour du chemin, comme pour mieux marquer le chemin de son empreinte, et donc remplir le monde de son intériorité. Comme il cherche des vers de terre, peut-être, sous la terre, ou comme il semble narguer peut-être ses propriétaires, en les affligeant d'une langue pendue et en même temps rougeoyant, rosante peut-être, pourrions-nous dire, avec ce doux mot emprunté à Wang Po, chercheur chinois du IIIe siècle après Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ou encore, comme il s'approche de la poubelle, comme pour marquer son écologisme prononcé, on pourrait voir dans la figure du chien une métaphore de l'humanité tout entière, renouvelée par la bienveillance. La nature rend l'idée sensible, n'est-ce pas, l'idée de la beauté, l'idée de la force, l'idée de la matrimonialité, de la matrice, de la puissance stellaire et céleste des choses. Et je vous propose de terminer par une petite analyse poétique de ce lampadaire assorti d'une lune, n'est-ce pas? Car le motif du lampadaire est à la fois bien plus intéressant et en même temps un peu moins poétique que celui de la lune, car la lune est une forme de destruction de notre patrimoine terrestre en ce qu'elle fait se lever les choses comme une poussée, comme une élévation vers l'idéal par les marées. Et donc, comme elle propose cette élévation des choses, justement, la lune propose, c'est pour ça que je chuchote d'ailleurs, elle propose un chuchotement, un suintement, un doux susurrement dans un panel, dans une kyrielle, dans une myriade de choses toutes transpercées les unes des autres, qui vient jusqu'à imprégner nos corps, jusqu'à les baigner d'une douce lumière, n'est-ce pas, jusqu'à leur impulser une danse, n'est-ce pas, comme déjà le faisait le danseur Nureyev, il me semble, danse qui va se communiquer à tout le vivant, monter, grimper, jaillir, sourdre même, partout, y compris dans le lampadaire qui devient alors un nouvel astre solaire, un nouveau Ré, un nouveau Amon-Ré, un nouveau Ra, un nouveau Phoebus, un nouveau Phébus, un nouvel Apollon en somme. Voilà donc la nature véritablement reprenant ses droits dans la ville et transcendant, transperçant la ville, si je puis dire, la ville-cité, hein, comme nous le rappelle Aristote, évidemment, dans ses ouvrages majeurs. La ville-cité, donc, la ville-cité, non pas la vélocité, évidemment, la ville-cité, toute transpercée de nature, puissamment grisée, boisée, embégée, embaumée, empapaoutée de caracolements et de riboulance, si je puis dire. Et donc la nature ainsi transfigure son claquemurement dans la ville et ne devient plus intramuros, mais intrapoétos.